Bonjour à tous. Il fonctionne? Oui, il fonctionne. Non? Là, il fonctionne. S'il fonctionne. Ouais. Mais c'est pas tant pour masquer voilà, pour couvrir le bruit, mais c'est qu'en fait, on doit préférable de prendre le micro pour l'enregistrement. On me l'a fait remarquer ce matin. Donc bonjour à toutes et tous, mais de toute façon d'autres personnes pourront nous rejoindre même si la porte est fermée. Je commencerai juste par, je vous présenterai les différents intervenants ensuite de cette table ronde. Je me présente juste, parce que je me suis rendu compte après coup qu'il n'y avait pas mon nom dessus, ce qui n'est pas très grave au demeurant, puisque moi je suis juste là pour animer. Je suis Bertrand Cosnet, maître de conférence en histoire de l'art médiéval à l'Université de Lille. Et donc j'accompagne les étudiants de nos formations d'histoire de l'art médiéval, d'archéologie, d'histoire de l'art de manière générale, d'archéologie et puis d'histoire du patrimoine pour une table ronde sur la question, articulée autour de la question de la Belgique. Je me dois de remercier quand même le festival d'histoire de l'art de Fontainebleau de nous avoir invités. Comme chaque année, le festival invite des formations universitaires françaises à venir présenter leur formation à la recherche et par la recherche. Et donc cette année, l'université qui a été invitée, c'est celle de Lille pour des raisons géographiques, de rapport avec la Belgique. Et donc on est très heureux de cette invitation qui a permis de faire travailler des étudiants formés s'intéressant à des cadres chronologiques relativement différents, mais de se concentrer sur une même problématique commune, qui est donc celle de la Belgique, avec un sous-titre que comme vous pouvez le lire, pour une histoire de l'art sans frontières. Et donc l'enjeu de cette table ronde, c'est de proposer d'interroger l'histoire de l'art belge à travers la question de ses frontières, de ses limites géographiques qui conduisent les chercheurs à se confronter à une forme d'anachronisme à travers la question, la définition de ce qu'est la Belgique, puisque l'indépendance du pays n'a été déclarée qu'en 1830 et ses frontières fixées seulement en 1919. Et la majorité des chercheurs et chercheuses que vous voyez devant vous travaillent sur l'espace septentrional à des périodes durant lesquelles la Belgique n'existe pas, en tout cas politiquement, comme c'est le cas depuis le 19e siècle. Et donc, l'échange d'ici aura pour ambition de réfléchir, de réfléchir, de porter un regard historiographique et méthodologique sur la définition de leur objet d'étude qui porte en partie donc sur l'espace belge. Je les présenterai rapidement, ensuite je leur céderai la parole. Vous verrez qu'ils ont très bien organisé les discussions, non vraiment le débat à partir de quatre grands thèmes. Mais je vous les présente rapidement ici, puis ensuite ils diront un petit mot plus détaillé de leurs travaux. À côté de moi, Delphine Nicolas, qui est archéologue, spécialiste de l'Antiquité, qui travaille sur la question du luxe et de l'art de vivre en Gaule du Nord. Au centre de la table, Mathilde Pincé à gauche et Lucas Fellag à droite, qui sont historiens de l'art médiéval et qui travaillent plus précisément sur les cultes de saintes pour Mathilde et les croix staurothèques pour Lucas. Il nous expliquera un peu ce que sont ces croix plus tard. Tout à droite de la table, d'abord Lucie Rochard, qui est moderniste et qui travaille sur les notions de propreté de saleté dans la peinture du XVIIe siècle, sous la direction de Gaëtan Mas et de Yann Blanc, avec une codirection Lille-Genève. Et puis à l'extrémité à droite, Julie Quéré, qui travaille sur la question de la muséologie, de la médiation, de l'archéologie à la période contemporaine, et qui, quelque part, la seule à pouvoir parler de la Belgique sans risque d'anachronisme. Et donc avec un co-encadrement réalisé par Madame Chang Minpeng à l'Université de Lille, et William Van Andringa, qui est lui à l'École pratique des hautes études. Et donc pour initier cette table ronde, je vous propose chacun et chacune de présenter vos objets d'études. On va commencer par ordre chronologique et par l'ordre de la table, de la gauche vers la droite, puisque ce matin on a eu cette réflexion sur une autre table ronde avec un cours qu'un enseignant donnait. Son cours de L3, c'était de la gauche vers la droite, avec cette notion que les œuvres finalement en Occident se parcouraient plutôt de la gauche vers la droite. Donc on va commencer comme ça, de la gauche vers la droite. Allez-y, Delphine. Merci. Tenez. Effectivement, merci. Donc oui, effectivement, moi mon sujet, c'est l'art de vivre en Gaule du Nord, donc étudié à travers le cas des vases en métal
à l'époque romaine. Donc, comme on peut le voir à l'écran, il s'agit donc d'objets surtout en bronze, mais on peut aussi en avoir en fer, un petit peu en argent ou encore en étain. Et l'idée, donc, c'est d'abord de travailler essentiellement sur des objets dont on connaît le contexte de découverte, et puis d'étudier cela de la conquête jusqu'à la fin de l'époque romaine. Et l'objectif, ça va être d'abord d'apporter un regard nouveau sur la notion de luxe, en questionnant donc ces objets, leur statut. Est-ce qu'il s'agit d'objets de luxe, d'imitation d'objets de luxe, d'objets purement utilitaires, etc. Et donc mon sujet porte sur la Gaule belgique. On peut voir d'ailleurs à l'écran une première répartition des objets de mon corpus au sein de cette province de Gaule belgique. Je remercie d'ailleurs Xavier Derue de m'avoir mis à ma disposition les cartes pour tout ce qui est cité de Gaule belgique, qui m'a permis de faire ma petite répartition. Donc oui. Donc pourquoi est-ce que je participe à cette table ronde? Pourquoi est-ce que la question des frontières est importante pour moi? Alors pour plusieurs choses. D'une part, comme vous pouvez le voir à l'écran, à la Gaule belgique, dans l'Antiquité, c'est pas du tout la Belgique actuelle. En fait, elle s'étend des Hauts-de-France d'aujourd'hui au Grand Est. Elle inclut également le Luxembourg, une partie de la Belgique, mais pas toute la Belgique, et également la région de Trèves. Et il faut aussi savoir que cette province de Gaule belgique, elle a aussi évolué dans l'Antiquité, puisque au début, avant la conquête, la Belgique, c'est plus ou moins l'espace Seine-Rhin, à l'époque gauloise. Et puis ensuite, il va y avoir un redécoupage donc pour vraiment créer la province romaine de Gaule belgique. Cette province, on va ensuite lui enlever la cité des Tongres, que l'on voit ici, qu'on ne voit pas justement dans la région de Tongres et de Liège. Et puis au Bas-Empire, on va encore redécouper cette province pour la diviser entre Belgique première et Belgique seconde au IIIe siècle. Donc pour moi, il y a vraiment une nécessité de dépasser cette question des limites administratives actuelles, mais aussi anciennes, de manière à pouvoir quand même apporter une lecture cohérente des pratiques de l'époque. Donc je vais laisser maintenant la parole à mes collègues. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quant à moi, le sujet de ma thèse porte sur la croix reliquaire de la Vraie Croix entre Seine et Rhin, vers 1200-1550, et particulièrement sur ses usages liturgiques, son style et son iconographie. Alors, avant toute chose, je voulais revenir un peu sur la définition de la croix reliquaire de la Vraie Croix, qu'on appelle aussi croix staurothèque. En fait, c'est un objet de vénération, un reliquaire, un objet de vénération en forme de croix, qui est particulièrement vénéré et particulièrement populaire après le sac de Constantinople en 1204, lors de la 4e croisade, puisqu'il y a un afflux de reliques, en fait, de la Vraie Croix. Ce reliquaire de la Vraie Croix constitue en fait l'un des écrins privilégiés pour accueillir une relique spécifique, la relique du Saint Bois, le bois de la crucifixion, le bois sur lequel le Christ a été crucifié, et qui donc est l'instrument du sacrifice du Christ pour le rachat des péchés de l'humanité. Donc c'est un objet extrêmement précieux, déjà par la forme qu'il prend, mais surtout par la relique qu'il contient. Cette relique de la Passion, qui compte parmi les plus précieuses de la chrétienté occidentale, a largement été disséminée à travers toute l'Europe, et particulièrement en France du Nord et en Belgique actuelle, les deux pays conservant encore aujourd'hui d'ailleurs un nombre important de ces reliquaires. Et donc, la présence de croix reliquaires de la Vraie Croix entre France et Belgique actuelle est particulièrement remarquable, et selon moi, la recherche doit absolument ouvrir les frontières, enfin la frontière qui sépare les deux pays, pour laisser entrevoir un espace de circulation qui est intense et qui est synonyme de transfert artistique fécond, véritablement. Alors, la carte très documentée que vous voyez à l'écran, avec laquelle j'ai choisi d'illustrer mon propos liminaire, a été réalisée donc par l'Université de Liège en collaboration avec l'Institut d'Estrée. Et cette carte présente les différentes entités politiques, alors à savoir comté, duché ou seigneurie, mais également les entités religieuses, donc la principauté ecclésiastique de Liège, mais également les diocèses, qui découpent le territoire au XIIe siècle et au XIIIe siècle, et même un peu plus tard. Alors, outre leur multiplicité, vous le voyez à l'écran, ce qui nous frappe avant tout, c'est la porosité, l'interpénétration de ces territoires et de ces aires d'influence qui permet des échanges techniques importants et artistiques aussi.
Alors, j'en veux pour preuve la carte que j'ai moi-même réalisée à l'occasion de ma thèse, hein, qui présente toutes les croix reliquaires de la vraie croix du XIIIe siècle de mon corpus. Et c'est en effet à cette époque, hein, au XIIIe siècle, que l'Europe, je l'ai déjà dit, connaît un afflux considérable de parcelles, de morceaux du Saint-Bois, et notamment donc, en Europe septentrionale, et qui proviennent donc ces parcelles de Terre Sainte. Vous remarquez ici donc que ces croix, j'ai fait le choix de les disposer sans frontières, hein, de les disséminer un peu partout sur le territoire entre guillemets franco-belge, sans prendre en compte évidemment les frontières actuelles qui auraient impliqué des préjugés nationaux contemporains qui n'ont aucun sens au Moyen-Âge. Alors là, je vais laisser la parole à Mathilde qui travaille sur un autre type de reliquaire au Moyen-Âge toujours. Merci Lucas. Alors oui, quant à moi, alors d'abord je veux souligner que moi je suis étudiante en Master 2 et que je travaille sur la perception du genre féminin à travers l'étude des reliquaires de saintes entre Seine et Rhin, donc vers 1200-1500, sous la direction de Marc Gilles. Alors, l'étude des reliquaires de saintes, en particulier sous le prisme des études visuelles, semble en effet avoir été assez écartée en fait, de la recherche française. Le resserrement géographique de ce sujet, donc à savoir la France septentrionale, l'actuelle Belgique et une partie des pays germaniques, permet en fait de survoler les différents cultes de ces saintes, qu'ils soient locaux ou dits universels. Donc ainsi, il est possible en fait de vraiment rendre compte de ces dits voyages de reliques, mais aussi et surtout des transferts iconographiques et artistiques de ces régions, sans obligatoirement prendre en compte cette notion de frontière. Alors, l'aspect interdisciplinaire de ce sujet, avec le croisement très appuyé des études de genre, permet ainsi de souligner les particularités régionales de la perception du genre féminin à travers les communautés laïques et ou religieuses et la manière dont elles se manifestent au sein des images et en particulier des objets de dévotion. Donc l'ouverture des frontières semble donc être ici absolument nécessaire. Donc mes positions sont les suivantes pour cette table ronde. Comment reconsidérer cette dite notion de frontière dans un espace où les transferts s'effectuent de manière directe et indirecte? Quelles sont les particularités dévotionnelles liées à l'ère géographique qui nous intéressent? Et comment se manifeste-t-elle au sein des arts précieux, et en particulier dans le cas des reliquaires de saintes? Alors, à titre d'exemple, j'ai réalisé une petite carte, donc vous pouvez voir ici, là on ne voit pas grand-chose, mais donc, qui présente en fait le rayonnement, par exemple, du culte de Sainte Ursule, que vous devez certainement connaître, hein, c'est un culte qui est vraiment très prolifique à l'époque médiévale, donc qui part de Cologne, où est-ce que les ossements ont été mis à jour, vers différentes villes, et même outre-Rhin, donc par exemple on voit Tongres, on voit Liège, on voit Bruges, on voit Gand, mais aussi on voit Maubeuge, Arras, Cambrai. Et donc on peut ici remarquer, donc avec cet exemple du culte de Sainte Ursule et des 11 000 Vierges, que les frontières sont vraiment transcendées par ce culte extrêmement prolifique. Voilà, donc je vais laisser la parole à Lucie maintenant. C'est bon ? Merci beaucoup. Alors, je travaille quant à moi sur les Pays-Bas du Nord et du Sud au XVIIe siècle, c'est-à-dire sur les actuels Pays-Bas et la Belgique, et sur la manière dont les notions de propreté et de saleté, qui sont si omniprésentes en fait et cruciales dans cette culture, sont devenues des valeurs artistiques qui ont contribué à définir les sujets dans la peinture de l'époque, mais aussi la technique des peintres, les pratiques d'achat et la pensée artistique. Alors, c'est une période où la Belgique, donc les Pays-Bas espagnols, c'est ce qu'on dit à l'époque, et les Pays-Bas, Provinces-Unies à l'époque encore une fois, viennent de se séparer. Les deux territoires étaient jusqu'alors sous le contrôle de l'Espagne, jusqu'en 1579, où l'indépendance des Provinces-Unies est déclarée. Donc politiquement, j'étudie deux territoires qui sont séparés. Mais en réalité, au XVIIe siècle, on a affaire quand même à une société, une culture qui reste très proches, avec des frontières la plupart du temps perméables et des inspirations artistiques communes. Alors, pour vous en donner rapidement une idée,
Encore une fois, cet écran est très petit. Je vous donne 2 images. Donc, à gauche, c'est une image de David Teniers, qui est un peintre du Sud, une fête de campagne de 1648. Et à droite, une image d'un peintre nordique, Jan Steen, paysan festoyant près d'une auberge vers 1676. Alors, bien sûr, et a fortiori ici, je me permets de vous pointer les similitudes entre ces 2 images. Des 2 côtés, on a une ronde de paysans, hein, classique, des personnes riches qui arrivent pour assister à la fête de chaque côté, un cheval, un musicien qui se dresse et se détache de la foule, une femme qui s'occupe de son enfant, un clocher, une auberge, donc 2 images très similaires qui devraient, je pense, vous convaincre de la nécessité d'étudier ces 2 régions en tandem. Et donc, comme on l'a vu pour les autres objets d'études évoqués, d'ouvrir les frontières. Et je passe la parole à Julie. Merci beaucoup. Donc, contrairement à mes camarades, moi, je ne travaille pas particulièrement sur l'espace septentrional, puisque mon travail porte sur la médiation de l'archéologie à l'époque contemporaine en France. C'est-à-dire que je m'intéresse aux différents discours qui sont portés sur l'archéologie par ces différents acteurs, qu'ils soient scientifiques ou patrimoniaux. Je cherche à déterminer si ces discours varient en fonction de certains critères. Donc ces critères sont le type de site, l'institution dont ils proviennent, la période ou le territoire dans lequel ils s'inscrivent, et voilà. J'interroge donc les présupposés sur lesquels reposent les discours portés sur l'archéologie et combien ceux-ci participent à la construction de récits et d'imaginaires. Donc, bien que je ne travaille pas spécifiquement sur la Belgique, la question de la frontière prend tout de même une grande importance dans mon travail, puisque celui-ci s'attache à la notion de territoire qui est centrale à l'archéologie, comme aux politiques culturelles qui structurent sa valorisation. Qu'est-ce qu'un territoire et comment délimiter ses frontières ? Quelle est, par exemple, la place de la frontière dans des politiques culturelles souvent appelées à la collaboration européenne ? Pour vous présenter succinctement cette question, j'ai choisi d'évoquer le projet Terra Mosana, auquel participe notamment l'Archéoforum de Liège. Ce projet est un projet interrégional de l'Euroregio Meuse-Rhin. Il trouve son origine dans la volonté de dessiner une identité culturelle commune. Et vise, je cite, à développer de nouveaux récits pour le patrimoine culturel de l'Euroregio Meuse-Rhin, de manière à renforcer son attractivité touristique ainsi que le sentiment d'appartenance des citoyens de l'Euroregio Meuse-Rhin à travers l'exploitation numérique du patrimoine culturel. 2 éléments entrent en jeu à partir de cet exemple. Donc d'abord, vous avez l'attractivité touristique et ensuite le sentiment d'appartenance. Le premier est tourné vers l'extérieur et le deuxième vers l'intérieur. Mais il est ici toujours question d'identité. Une identité que l'on cherche à valoriser auprès des autres ou bien de ses propres concitoyens. Cet exemple démontre alors l'importance de la médiation de l'archéologie dans les constructions de ces récits identitaires. Il souligne aussi combien la frontière, qui est nouvelle, n'est pas pertinente dans la construction de régions culturelles. Je fais une transition rapide puisqu'on a un petit peu en retard sur le timing, mais nous arrivons au 2e temps de cette table ronde qui va nous permettre de discuter des problématiques historiographiques lourdes pour la Belgique relatives à l'instabilité des frontières et des contours de ce pays et dont l'histoire de l'art a souvent été déterminée, comme chacun le sait, par des idées et des considérations nationalistes. C'est une question sensible. Et donc ici, il s'agira d'interroger la façon dont cette problématique historiographique a affecté vos recherches respectives. Mathilde ? Oui, merci Bertrand. À l'aube du XXe siècle, l'histoire de l'art est en effet profondément marquée par le ou les courants de pensée des chercheurs et des chercheuses ainsi que des collectionneurs et des collectionneuses de cette époque. La proclamation de la Troisième République, donc en France, le 4 septembre 1870, après la défaite militaire de l'Empire, encourage une forte période de construction nationale et de délimitation drastique des frontières en ce qui concerne le patrimoine. Alors s'installe un fort sentiment d'identification et d'appropriation, tout comme c'est le cas par exemple dans l'orfèvrerie dite mosane, que nous préférons de nos jours appeler ou qualifier d'orfèvrerie d'entre Seine et Rhin. Alors si nous consultons par exemple
le catalogue raisonné de la collection d'Alexandre Basilewski, rédigé en 1874 par le collectionneur lui-même et le critique d'art français Alfred Darcel, on y apprend que dans l'étude des objets orfèvrés de cette collection, les objets produits dans ces régions sont qualifiés d'allemands. Donc je les cite. Les émaux allemands se distinguent d'ailleurs par des produits de Limoges, par un dessin plus énergique dans les figures, par des airs de tête plus sauvages, par une certaine férocité dans l'expression. Alors en plus d'un jugement de goût, ce dernier tend à juger les valeurs artistiques de ces objets en insistant bien sur la primauté de l'orfèvrerie dite française. Et il qualifie par exemple certaines pièces, donc encore une fois dites allemandes, comme étant, je le cite à nouveau, des types exagérés de l'art allemand aux physionomies un peu lourdes. Donc faisant en fait de l'art un reflet du caractère supposément violent du peuple allemand. Alors comme le souligne à juste titre Frédéric Tixier, encore une fois je vais citer le chercheur, ainsi oppose-t-on fréquemment la France et la Prusse, le Limoges et le Mosan ou le Rhin, non sur un champ de bataille, mais bel et bien sur celui de la création artistique médiévale. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, ce genre de remarques de la fin du XIXe siècle a véritablement favorisé la classification de la recherche actuelle en fait. Et on le retrouve par exemple entre l'orfèvrerie dite septentrionale et Mosane dans certains catalogues qui sont parus dans les années 2010, encore imprégnés de cette distinction, alors que d'autres tentent vraiment d'abolir ces frontières et de fait ces appropriations de la fin du XIXe siècle. Et je vais céder la parole à Lucie. Merci Mathilde. Effectivement, je rencontre des problèmes similaires. Vous allez le voir. Pour moi, les biais historiographiques sur ma période sont vraiment liés à ces mouvements nationaux du XIXe siècle que tu as mentionnés. Il y a d'abord un énorme biais de la recherche et de l'histoire de l'art envers les Pays-Bas du Nord, donc les actuels Pays-Bas, ce qui fait que finalement la Belgique comme pays invité, c'est assez rafraîchissant. Dès le XVIIe siècle, en fait, se construit l'idée que les Pays-Bas arrivent à un âge d'or, notamment du fait de leur indépendance politique et de leur croissance économique sans précédent. Mais en même temps, cette idée d'âge d'or a aussi été reprise au XIXe siècle par les mouvements nationaux qui souhaitaient voir dans cette période un passé glorieux vers lequel il s'agirait de revenir. L'idée de siècle d'or est bien évidemment controversée de nos jours puisque c'est quand même une richesse construite sur l'exploitation des populations colonisées par les Pays-Bas, donc c'est pas l'âge d'or de tout le monde. Et donc le projet Siècle d'or, par exemple, qui était dirigé par Yann Blanc et auquel j'ai participé, c'est aussi une tentative aujourd'hui de se réinterroger sur la construction de cette appellation. Alors, on parle parfois aussi d'âge d'or de la peinture flamande, notamment à l'occasion de certaines expositions qui cherchent à rivaliser avec le siècle d'or nordique, mais en fait, on en parle de manière beaucoup moins fréquente et de manière beaucoup moins médiatisée qu'au nord. Et cette fascination pour l'âge d'or néerlandais et ses principaux artistes qu'on connaît tous, Rembrandt, Vermeer, fait que l'attention des chercheurs s'est finalement beaucoup moins portée sur les Pays-Bas du Sud et qu'on a rarement traité les deux territoires en tandem. Alors par conséquent, si on reconnaît par exemple l'influence d'artistes originaires du Sud comme Adrian Brouwer sur la production du Nord, parce qu'il a travaillé à Haarlem, qui est une ville nordique, et qu'il est donc parfois réapproprié comme un artiste nordique, on parle en fait beaucoup moins souvent d'artistes du Sud qui ont fait des choses très similaires, comme Jos van Krasbeek, David Reichardt, et qui sont des artistes importants au XVIIe siècle. Alors peut-être un petit peu moins célèbre que Brouwer, mais important tout de même. On parle aussi moins souvent de l'influence qu'a pu avoir la production de David Teniers sur le Nord, comme je vous l'ai montré dans cette première diapositive quand je me suis présentée. Et par ailleurs, un deuxième point problématique dans l'historiographie, c'est que l'art des Pays-Bas du Sud, c'est en grande partie un art de migration et d'échange. Et alors c'est un discours qu'on peut tenir aujourd'hui, mais qu'on ne pouvait pas nécessairement tenir au XIXe siècle. Ça signifie que même aujourd'hui,
on se concentre beaucoup plus sur des artistes individuels qui ont eu un grand rayonnement international et surtout qui ont pratiqué des genres prestigieux avec une production énorme de monographies sur Rubens. Bon, là, on a plein de conférences sur Rubens, ce qui est très chouette aussi, mais il faut aussi faire un peu attention aux autres. Et puis Van Dyck aussi, qui correspondent un peu aussi à cette idée d'artiste génial qu'on a essayé qui s'est développée beaucoup au 19e siècle et qui pratique encore une fois cette peinture prestigieuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'au musée des Beaux-Arts d'Anvers, le décor de l'escalier principal, qui est réalisé à la fin du 19e siècle, insiste en fait surtout sur des artistes à la carrière internationale, en montrant par exemple le moment où ils ont pu rencontrer le pape. Dès le XVIIIe siècle, dans les commentaires français sur ces peintres, on lit d'eux qu'ils sont exceptionnels parce qu'ils ont réussi en partie à s'extirper du mauvais goût, je cite, national, notamment du fait de leur inspiration internationale. Alors c'est ce que dit le théoricien de l'art français Roger de Pile dès 1699, lorsqu'il explique que malgré ses inspirations italiennes, Rubens retombe parfois dans le mauvais goût de son pays, mais uniquement parce qu'il peint très vite, parce que quand même Roger de Pile aime beaucoup Rubens, donc il fallait bien qu'il le rachète quelque part, et je résiste pas au plaisir de vous citer ce passage. Sa première éducation et le naturel de son pays dont il se servait l'ont fait tomber malgré lui dans un caractère flamand, et lui ont quelquefois fait faire un mauvais choix qui donne atteinte à la régularité de son dessin. Mais on voit dans la ville de Gand un tableau de sa main représentant la chute des damnés où il y a près de 200 figures dessinées d'un bon goût et d'une grande correction. Cela fait voir que les fautes où Rubens est tombé contre le dessin ne viennent que de la rapidité de ses productions. Donc on reste dans un discours d'exceptionnalité puisque Rubens finalement n'est flamand que quand il va trop vite. Donc si on fait des efforts aujourd'hui pour quand même étudier ces peintres en réseau, on a toujours une très forte empreinte de cette tendance historiographique concentrée sur des figures individuelles et puis des frontières et des dénominations qui ne sont pas toujours pertinentes. Mais je vais laisser Lucas vous en dire plus. Merci Lucie. Alors on vient de voir en effet comment les noms d'artistes orientent la recherche et donc par leur production illustrent aussi certains biais historiographiques. C'est également le cas pour les rares noms d'orfèvres du XIIIe siècle qui nous sont parvenus, dont la promotion par les chercheurs a eu pour conséquence d'affaiblir l'impact de la production de France du Nord, donc de l'autre côté de la frontière. Au profit donc cette production de France du Nord affaiblie, au profit d'un art dit rénomosant, terme qui n'a plus trop de sens aujourd'hui, mais qui est encore bien employé dans l'histoire de l'art actuelle. Art rénomosant qui, je le précise, est mieux documenté. Alors, ces orfèvres importants et leurs ateliers ont donc conditionné dans notre imaginaire, et quand je dis notre imaginaire, je parle de l'imaginaire des chercheurs, dans notre imaginaire, la fixation de centres de production importants aujourd'hui en Belgique, alors Namur, Tournai, Liège, au détriment des ateliers du nord de la France. L'impact de ces noms d'orfèvres est donc encore aujourd'hui important, si bien que certains objets sont toujours associés à leur aire d'influence, à leur sphère d'influence, et ce, même si les bases de ces associations paraissent fragiles, voire complètement exagérées. Et en fait, c'est la rareté des sources qui semble être la raison principale. Quand je parle des sources, je parle des comptes de fabrique, des sources médiévales qui sont quand même assez rares. La rareté de ces sources semble être la raison principale d'un rattachement de certaines pièces à certains noms d'orfèvres connus. C'est un peu une sécurité, en fait, dont la production de ces orfèvres était relativement identifiée. Alors, il y a parfois eu des aberrations, notamment pour le cas de croix reliquaires de la Vraie Croix, comme celle que vous voyez derrière moi. Ces croix staurothèques qui ont pendant longtemps été données à un grand atelier, l'atelier de l'orfèvre Hugo Douany, qui est un des grands orfèvres autour de Namur, ou au moins à l'Hermosane. Comme si d'autres ateliers, par exemple les ateliers Énuyer, donc du Hainaut ou Picard, par exemple, ou Audomarois pour la croix de Clermarais au centre, ne pouvaient avoir produit de tels objets, finalement. Alors, je précise que ces associations qui ont été faites de ces œuvres à l'atelier Douany ou à Wany ont été niées, ont été réfutées à l'occasion d'un colloque de 2003, dont vous voyez la couverture du catalogue à l'écran, un colloque international autour de Hugo Douany qui a d'ailleurs accueilli des chercheurs belges et français sur cette question justement d'identification et de répartition finalement de la production
rhéno-mosane d'un côté et française de l'autre, entre guillemets évidemment. Alors, certains biais historiographiques existent toutefois encore aujourd'hui, même en contexte muséal, et c'est le cas pour cette très belle plaque au centre avec un évêque qui, depuis 1970, est considéré comme étant l'œuvre d'un suiveur d'un autre orfèvre extrêmement important, dont on connaît quelques autres pièces, Nicolas de Verdun. Alors, à mon sens, cette volonté d'association à l'orfèvre est problématique d'un point de vue stylistique, puisque les corps puissants chez Nicolas de Verdun ne correspondent pas à l'apparence élancée et calme de l'évêque, comme l'affirmait d'ailleurs déjà le grand historien de l'art, Willibald Sauerländer, qui ne s'est pas laissé duper. Alors, j'ajouterai que les drapés près du corps et fluides ne se retrouvent pas sur la plaquette à l'évêque, où ils sont plus rigides et cachent davantage les corps. Bon, alors là, c'est une question, ce sont des questions un peu subtiles, qui sont un peu difficiles à voir sur un si petit écran. Cette identification, donc, qui est problématique, certes plus prestigieuse mais problématique, est encore reprise par l'Art Institute de Chicago, donc sur le site du musée qui conserve l'objet, l'Art Institute de Chicago. Pour moi, il est donc plus intéressant ici d'ouvrir la frontière franco-belge actuelle pour mettre en parallèle la production rhéno-mosane, entre guillemets, avec celle de France du Nord, et notamment avec un des grands chefs-d'œuvre qui est encore méconnu à l'étranger de la France du Nord, la croix reliquaire de Clermarais, dont la surface niellée, donc la surface noire que vous voyez à l'écran, la surface niellée apparaît plus proche d'un point de vue plastique. Ce parallèle nous obligerait d'ailleurs à revoir la datation choisie par l'institution, qui fait sens, donc 1180-1200, qui fait sens uniquement si l'on place l'objet dans la mouvance directe de Nicolas de Verdun. Ici donc, ce qui est intéressant, c'est que les datations sont faussées parfois par les institutions muséales elles-mêmes. Alors, je précise que je ne nie pas l'influence de Nicolas de Verdun, qui est vraiment très large entre Seine et Rhin, mais j'invite plutôt à prendre du recul et à ouvrir la recherche vers d'autres productions, et notamment celles issus de France du Nord qui apparaissent plus confidentielles encore aujourd'hui. Voilà, et je laisse parler maintenant Julie pour la question des musées et du rôle des musées dans ces préjugés. Merci Lucas. Donc à partir de l'exemple de la plaque niellée que tu viens de nous présenter, on voit combien le rôle des musées est important dans la construction et la diffusion de ces biais historiographiques. Cette influence du contexte muséal est double, puisque le musée d'abord collecte, trie, identifie et finalement classifie les collections. Il les met dans des cases qui peuvent varier en fonction de la discipline invoquée. Mais la classification est toujours au cœur du travail muséal. Cette classification échappe difficilement à toute forme de compartimentation. Ensuite, le musée est un outil de diffusion de ces classifications. Ce qui est écrit au sujet des collections, c'est-à-dire la case dans laquelle on a rangé l'œuvre, reste pérenne. Et l'exemple de la plaque niellée que Lucas vient d'évoquer est particulièrement significatif. On a du mal à se défaire de l'idée qu'on a pu diffuser grâce au musée. On a du mal à remettre en question quelque chose qu'on a pu voir dans un musée. Donc finalement, le musée a une place importante aussi parce que nombre de musées d'archéologie sont créés au cours du XIXe siècle dans la perspective de diffuser une histoire nationale construite grâce à l'archéologie qui est alors vue comme une véritable quête des origines. Le simple nom du musée des Antiquités nationales français trahit cette démarche, mais le musée d'art et d'histoire de Bruxelles s'inscrit dans la même dynamique. L'exemple du musée archéologique de Liège, dont apparaît à l'écran la couverture de son introduction à l'inventaire des collections de la section préhistorique, offre un témoignage précieux de sa dynamique nationaliste et de ses biais historiographiques. On observe un double mouvement qui considère l'archéologie comme le ciment d'une identité nationale, mais également un vecteur de sa diffusion. L'introduction débute immédiatement par la présentation de l'archéologie comme un moyen, je cite, de ressusciter ce passé lointain. Son objectif est alors clairement identifié comme une quête des origines et une volonté de les rendre tangibles. L'archéologie continue d'être un vecteur d'identité nationale lorsque les conservateurs rédigent cette introduction, cette fois-ci en tant que discipline scientifique. Je cite. La Belgique, a dit Gabriel de Mortillet, est un des pays qui ont le plus contribué au progrès des études préhistoriques. C'est un Belge, Schmerling, qui le premier a établi d'une manière bien précise la contemporanéité de l'homme à des animaux de la faune quaternaire. Grâce à Schmerling, la Belgique donc aurait participé à la construction de la connaissance préhistorique et donc à l'histoire de l'humanité tout entière. On retrouve ici encore la dynamique d'identification à un grand nom dont ont pu faire part Lucie ou Lucas.
Cet exemple liégeois démontre combien le musée est régi par cette logique de compartimentation. Les auteurs présentent également en effet un tableau, un panorama des critères qui régissent alors les principales divisions de l'âge de la pierre. Ces divisions guident en partie la logique d'exposition des collections au sein du musée, puisque les vitrines sont désignées et composées en fonction de la période à laquelle elles appartiennent, bien que cette présentation ne soit pas systématiquement chronologique. L'organisation du parcours muséographique, qui est un des outils fondamentaux de la muséologie, illustre combien la logique de classification est importante alors. Son influence se ressent d'ailleurs encore aujourd'hui. Ainsi, la logique de classification dans laquelle s'inscrit l'institution muséale apparaît clairement, et avec elle les dangers pour la discipline. Merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous d'avoir pointé ces problématiques d'ordre historiographique. Et donc le point commun que vous avez trouvé dans votre rapport avec l'historiographie de la Belgique réside finalement dans le fait qu'on a pris les choses par le mauvais bout. L'histoire de l'art qui a été faite par la Belgique l'a été à partir de biais de la société belge, tout du moins à partir de biais sur ce que l'on pensait être, ce que la Belgique devait être. Mais bon, une fois qu'on a dressé ce constat, que la Belgique est en grande partie une création ou une invention historique, comment envisagez-vous de contourner cette problématique ? Je passe la parole à Delphine. Donc, merci Bertrand. Alors, effectivement, on a bien vu là avec les interventions de mes camarades comment, au final, au début, l'histoire de l'art et l'archéologie on cherchait à plaquer des présupposés, notamment nationalistes, sur des objets. Et nous, enfin, pas que nous personnellement, mais ce qu'on essaie de faire à l'heure actuelle, c'est de prendre les choses à l'inverse, c'est-à-dire partir de nos objets d'étude, essayer de voir ce qui se passe, essayer d'en tirer des conclusions pertinentes, ou aussi pertinentes que possible, sur la société belge actuelle ou passée. Notamment si on prend à l'archéologie, elle n'est pas du tout exempte de ces problèmes historiographiques, de ces biais historiographiques, mais grâce à l'enrichissement méthodologique qui était constant depuis le XIXe siècle, eh bien, on a réussi à dépasser cela, et notamment on s'intéresse de plus en plus à l'objet dans son contexte archéologique. Où est-ce que l'objet était trouvé, avec quoi, etc. Ça va nous permettre d'en déduire eh bien, ces objets, qui les utilisait, à quelle période, comment, etc. Donc si on applique cela à mon objet d'étude particulier qui est la vaisselle en métal, et si on se concentre sur la Gaule belgique, on constate notamment, et là je vais parler surtout de la vaisselle en bronze, parce qu'elle est en fait la plus abondante dans mon corpus, on constate que cette vaisselle en bronze provient de tombes plutôt privilégiées, de contextes de manière générale plutôt privilégiés, ce qui constitue déjà une première caractéristique de cet espace belge, parce que quand on va regarder à Pompéi, par exemple, on se rend compte que la vaisselle en bronze est trop abondante pour être vraiment uniquement liée à un usage par une certaine élite. Donc c'est déjà une caractéristique, on va dire, particulière. Alors si on s'attarde encore un peu plus sur cette question, qu'est-ce que l'on remarque ? Eh bien, on remarque qu'avant la conquête, la vaisselle en bronze, finalement, à l'époque gauloise, elle est très rare dans les tombes. Donc il s'agit plutôt de vaisselle locale, quelquefois importée. Et dans une thèse récente, Quentin Sueur avait d'ailleurs montré que même quand il s'agissait de vaisselle importée, eh bien, les usages qui en étaient faits ne correspondaient pas du tout à la pratique méditerranéenne. Et d'ailleurs, ça rappelle cette citation de César qui est quelque peu caricaturale, mais je ne résiste pas non plus à l'idée de vous la lire. Donc César qui écrivait que de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves parce qu'ils restent tout à fait étrangers à la politesse et à la civilisation de la province romaine, et que les marchands, donc allant rarement chez eux, ne leur portent point ce qui contribue à énerver le courage. Donc bien que caricaturale, cette citation montre que avant la conquête, les us et coutumes finalement d'Italie restent relativement peu diffusés dans la province belge. Alors ce constat va totalement changer à partir de la conquête. À partir de la conquête, on le voit notamment dans la nécropole de Goblange au Luxembourg. Il y a vraiment un vrai changement. Dans cette nécropole Trévire, à l'époque gauloise,
Il y a très peu de récipients importés. Il y a en fait une seule amphore que l'on voit au-dessus à l'écran. Et à partir de la conquête, donc la situation va complètement changer. On va voir une multiplication des objets importés, alors vaisselle en bronze, mais pas que. Et on va aussi voir une évolution dans les formes que l'on va retrouver dans les tombes. À l'époque gauloise, en Belgique, il y a des chaudrons, etc., qui vont progressivement complètement disparaître des tombes romaines au profit d'autres formes. Donc, notamment le duo pater-cruche, donc qui sert à l'hygiène, etc., et qui va se développer de manière très importante dans les tombes de l'élite à partir de la conquête. Alors, ces changements de pratique, on les observe dans les tombes, mais on l'observe aussi dans l'habitat, puisque avec l'arrivée des Romains, on va voir au sein de l'habitat de nouvelles formes de récipients en métal apparaître, donc des poêles, des coupes à sauce, etc., donc, qui montrent de nouvelles pratiques alimentaires, des changements qu'on observe d'ailleurs aussi dans la céramique. Donc, ce sont des éléments tout à fait intéressants, d'autant qu'on remarque que ce n'est pas quelque chose d'homogène, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on le retrouve de manière uniforme partout en Gaule-Belgique, et notamment quand on regarde la datation des objets en bronze, on remarque que par exemple à Bavay, la capitale des Nerviens, ou à Reims, la capitale des Rèmes, on a surtout des formes qui datent du 2e et du 3e siècle, alors que si on regarde par exemple à Trèves, chez les Trévires, eh bien, ce sont surtout des formes attribuables au 1er siècle. Donc on voit bien comment la vaisselle en métal peut nous éclairer finalement sur des processus entre guillemets de romanisation et plus généralement sur des pratiques des classes aisées. Alors la suite de mon travail, parce que je suis qu'en première année, devra permettre de pousser un peu plus en avant ces réflexions et voilà, d'essayer de déterminer les points communs, les points communs avec l'Italie par exemple, ou les spécificités du territoire de Gaule-Belgique. Donc pour repousser un petit peu plus la réflexion, je vais donner la parole à Mathilde. Merci Delphine. Alors, à la différence de ton sujet, je propose quant à moi, donc pour cette question du reflet de la société belge, un seul exemple vraiment très précis de la vénération d'objets particuliers à Mons, donc en Belgique actuelle, que sont les reliquaires de Sainte Vaudrue, qui permettent en fait de marquer véritablement une continuité à la fois cultuelle, mais aussi culturelle. En 2008, donc François de Vriend, qui étudie beaucoup le culte de cette sainte, relève toutes les expressions locales qui, depuis le IXe siècle, qualifient la sainte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est tantôt dépeinte comme une pieuse servante du Christ, comme comtesse du Hainaut, fondatrice de la ville de Mons, ou encore montoise première. J'ajouterai personnellement une remarque du conservateur actuel du Trésor de la Collégiale à propos du chef reliquaire dont je vous reparlerai dans quelques instants. Alors je le cite, c'était dans une interview. Dans l'inconscient collectif montois, le visage du reliquaire du chef est pourtant celui que chacun s'imagine être celui de Vaudrue, bien qu'il s'agisse d'une création du XIXe siècle. Alors, j'aimerais notamment revenir sur ces 3 termes d'inconscient collectif montois qui révèlent en fait la pérennité du culte de la sainte et illustrent même la ferveur avec laquelle sa vie est imprégnée dans les esprits, donc presque de manière inconsciente. Donc, je propose donc ici de vous montrer combien ce culte participe encore, entre guillemets, à la construction identitaire des Montois et des Montoises. Alors, la vie de Vaudrue, elle est connue par diverses sources. D'abord, dans la vie de sa sœur, composée au 7e siècle, puis au 8e siècle, puis dans la vie de la sainte elle-même, composée au 9e siècle, dans la ville de Mons. Alors, elle serait née vers 620 à Coussort. Elle aurait quitté la vie laïque pour se retirer au couvent d'Aumont pour, par la suite, s'installer sur une dite butte montoise, c'est ce qu'on lit dans sa vie, où elle devient abbesse. Et elle meurt entre 686 et 688. Alors, les reliquaires de la sainte, essentiels dans son culte, ont connu une histoire pour le moins mouvementée que je vais vous raconter un petit peu tout de suite.
Alors, même si la chasse primitive n'est pas documentée, on sait que les reliques de la Sainte ont d'abord été transférées en 1157 dans une nouvelle chasse et qu'un siècle plus tard, la tête est séparée du corps pour être conservée dans un reliquaire distinct. Donc ça démontre vraiment, c'est un témoignage en fait de l'accroissement du culte de la Sainte, hein, parce qu'on décroche la tête du corps quand même, permettant donc davantage de visibilité et d'accessibilité pour les pèlerins visitant et honorant les restes de la Sainte. C'est d'ailleurs au XIVe siècle que la chasse reliquaire est placée donc, désormais sur une tribune surélevée, donc dans le cœur de l'église primitive, soit au-dessus de l'autel. Donc ça, c'est intéressant aussi d'un point de vue de la visibilité hein, pour les fidèles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces reliquaires ont été mutilés puis volés dans les années 1790, avant que les reliques ne soient restituées au début du XIXe siècle dans de modestes écrins de bois peint. Et c'est seulement à la fin de ce même siècle que 2 reliquaires ont été réalisés par l'orfèvre Joseph Wilmot, donc c'est ceux que l'on connaît encore aujourd'hui, hein, démontrant en fait la permanence dans la vénération de cette sainte, donc à partir du XIIe siècle, et ce jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, je tiens à mentionner aussi la procession qui est un peu moins connue par rapport au reliquaire et donc qui suit directement en fait la descente du reliquaire une fois par an au dimanche de la Trinité à partir de 1352, date à laquelle la région est frappée par une épidémie de peste, et où la sainte en fait délivre le peuple de cette maladie. Alors ce quart doré, comme on l'appelle à Mons, ce quart d'or, ce char d'or, sur lequel est placé le reliquaire, parcourt la ville en temps de célébration, donc pour remercier la sainte de la libération de l'épidémie de peste en fait. Et ce qui est super intéressant, c'est que le reliquaire, il peut être accompagné à la fois de chanoines et ou d'enfants de chœur. Et aussi, c'est que cette procession, elle est toujours actuelle, hein, comme en témoignent les photographies petites, mais on voit quand même un peu le contact direct en fait, du reliquaire avec les fidèles. Donc c'est assez intéressant de constater ça, sachant que c'était déjà comme ça à l'époque médiévale. Donc, en définitive, hein, il est possible de constater une véritable permanence hein, des pratiques cultuelles autour d'une figure sainte locale. Et donc, ces objets que sont les reliquaires de la sainte permettent en fait de retracer une histoire oui, de la société belge à partir d'un culte d'une sainte issue d'une petite famille aristocratique locale avec une certaine construction identitaire des Montois et Montoises autour donc, de la vie et des reliques de Vaudru au fil des siècles, soit une longue histoire d'utilisation et de perception d'images. Et je passe la parole à Julie. L'exemple présenté montre une permanence dans certaines pratiques culturelles qui est très intéressante. C'est ça qui est intéressant dans ton travail, je trouve, Mathilde, c'est cette idée d'inconscient collectif qui montre qu'il y a toujours quelque chose qui perdure dans la société belge. Enfin, c'est l'idée. Ça nous rassure sur la possibilité, finalement, d'établir un constat et nous éloigne d'un certain relativisme qui est assez effrayant pour notre discipline. Donc, par rapport à mon travail, j'aimerais vous présenter 3 exemples de médiation de l'archéologie en France et en Belgique qui témoignent de 3 inscriptions différentes de l'archéologie dans la société contemporaine. Est-ce qu'on observe une différence dans les pratiques de médiation de l'archéologie en Belgique par rapport à celles qu'on peut observer en France ? Est-ce que ces potentielles différences tiennent de la volonté individuelle des acteurs des différentes institutions ? Et finalement, est-ce qu'on peut considérer que les particularités observées sont déterminées par l'inscription dans un espace géographique donné ? Ces 3 exemples sont articulés dans une logique dialectique. Donc vous avez d'abord la Maison de l'archéologie du Pas-de-Calais qui présenterait un ancrage plus éducatif, le musée gallo-romain de Tongres qui répond plutôt à un besoin de divertissement, et finalement l'espace gallo-romain de Hatt qui propose une bonne synthèse entre les deux. La première de ces expositions se tient à la Maison de l'archéologie du Pas-de-Calais.
et elle s'intitule « Migration, une archéologie des échanges ». Elle a, je cite, « pour volonté de donner des repères sur les migrations dans le Pas-de-Calais et plus largement dans les Hauts-de-France ». Le geste de conception d'une telle exposition est fort tant celui-ci s'inscrit dans une logique territoriale. La communication de l'exposition signale par ailleurs l'importance des connaissances archéologiques et historiques dans la prise de recul et la mise en perspective d'un sujet, ici la migration, au prisme du regard contemporain. La volonté est donc également pédagogique et éducative, et la photographie du parcours d'exposition le montre plutôt bien. Elle s'inscrit par ailleurs dans un contexte d'actualité brûlante, puisqu'elle se trouve dans le Pas-de-Calais, qui est une terre de migration assez importante, qui peut soulever à certains égards quelques problèmes. Enfin. En regard de cette exposition, l'exemple du parcours permanent du musée gallo-romain de Tongres propose entre autres objets des mannequins de cire qui entendent créer une expérience de visite particulièrement adaptée aux enfants. Le parti de cette exposition est de proposer un parcours chronologique qui met en scène véritablement une histoire de l'homme, des Néandertaliens aux Gallo-Romains. Cet exemple est intéressant à mettre en parallèle avec l'exposition sur les migrations en raison de leur perspective diachronique qui est commune, puisque la communication du musée de Tongres signale que, je cite, « vous porterez même un regard différent sur le présent ». L'exposition est très immersive grâce à l'incarnation des personnages que l'on peut approcher tout au long du parcours, et ce qui crée une impression de véritable dialogue avec l'histoire. Cependant, la perspective ne semble ici pas tant éducative ou pédagogique que divertissante. La recherche archéologique a notamment permis, grâce à la fouille d'une nécropole, d'extraire l'ADN d'un individu et de recomposer le visage de cette personne qui aurait vécu à l'époque romaine. Ce visage a fait l'objet d'une exposition temporaire et est désormais intégré au parcours permanent. On sent à travers elle, cette reconstitution, l'envie de rapprocher ce passé lointain du présent et peut-être même de chercher à établir des ressemblances physiques ou même une filiation. Finalement, pour nuancer cette comparaison dont le trait a été forcé par la particularité des exemples choisis, le dernier exemple est celui de l'espace gallo-romain qui se trouve à Ath et qui veut n'être ni un temple ni un musée, mais plutôt un espace dit récréatif. Pourtant, malgré ce point de vue qui semble d'emblée exclure toute prétention muséale, le discours sur l'archéologie me semble plutôt juste. Les collections présentées sont effectivement représentatives des recherches archéologiques menées sur le territoire, y compris les plus récentes. Les modalités de discours sont à la croisée des cultures scientifiques et techniques, ainsi que de l'histoire de l'art, comme en témoigne le titre de l'exposition présentée en 2021, « Vieux cailloux et nobles pierres ». Il est évidemment exclu de considérer que la mentalité française pousserait plutôt à l'éducation et la pédagogie quand la mentalité belge inviterait plutôt au divertissement. Mais ces deux exemples présentent tout de même des modalités différentes d'inscription du discours sur l'archéologie dans le présent. L'espace gallo-romain, quant à lui, semble un très bon exemple alors qu'il se défend tout de même du paradigme muséal. Mais une telle défense est compréhensible à l'égard des écueils muséaux dont on a pu faire état précédemment. Celle-ci invite finalement donc à réinventer nos pratiques en tant que muséologue, en tant qu'archéologue et en tant qu'historien de l'art. Merci beaucoup, Julie, et merci à vous cinq pour ces exemples que vous mobilisez, qui répondent très bien aux différentes problématiques que vous soulevez. On arrive au dernier temps de cette table ronde, un dernier axe que vous avez dégagé, qui est justement celui d'essayer de définir une méthodologie vous permettant finalement de vous dégager, de dégager vos objets d'étude des a priori que vous avez soulevés. Et donc, vous allez un peu nous exposer votre approche dans ce domaine. Et nous commencerons d'abord avec Lucie, il me semble. Merci. Oui, la question, effectivement, donc là, on a un petit peu fouillé tout ça, et on a plus de questions que de réponses, semble-t-il. La question, c'est vraiment comment on fait, par quel bout on commence, par quel angle, en fait, on va essayer d'aborder une époque. Comment on décide d'inclure ou d'exclure certaines parties du territoire, certains artistes. Dans mon cas, on va voir que c'est quand même relativement plus simple que pour mes collègues, dans la mesure où j'ai des textes en fait, où on parle directement de la question des frontières. C'est-à-dire que l'important pour moi dans le fait que dans le choix que j'ai fait d'étudier le Nord et le Sud, c'est aussi que ça correspond à la manière dont les contemporains parlent d'eux-mêmes, de la manière dont ils s'identifient dans un groupe. Alors,
effectivement, il y a des différences entre les deux régions. Les Pays-Bas du Nord et du Sud, on l'a dit, sont divisés politiquement. Et on a, au début du XVIIe siècle, notamment beaucoup de stéréotypes sur les migrants du Sud vers le Nord. Mais en fait, on se rend compte que leur intégration est finalement assez rapide. L'unité artistique de ces deux régions est rarement, à l'époque, remise en cause, sauf dans quelques cas, mais qui sont assez négligeables. Mais en tout cas, les tentatives de créer une histoire de l'art à cette époque incluent les deux régions sans distinction de fond. La première tentative, et qui est restée célèbre dans l'histoire de l'art, c'est celle de Karel van Mander, qui est un peintre né à Meulebeek, qui est donc une ville en Flandre, mais qui doit migrer à cause du conflit d'indépendance et des épidémies de peste entre 1580 et 1583. Il s'installe à Haarlem, qui est une ville au nord, qui a attiré énormément de migrants. La population a plus que doublé entre les dates de 1572 et 1622. Et en fait, en 1622, on a 50% de la population qui est migrante de première ou de seconde génération. Or, donc, Karel van Mander, dans cette situation de crise absolue, alors que son pays vient d'être divisé par la guerre, décide de manière finalement assez émouvante de faire une histoire de l'art commune à la Belgique et aux Pays-Bas, une affirmation en fait d'unité. Il évoque donc par exemple le mythe matriciel des frères Van Eyck, de leur perfectionnement de la peinture à l'huile, ainsi que celui de Bruegel. Et effectivement, pendant tout le XVIIe siècle, la tradition bruegelienne reste extrêmement forte dans les deux territoires. Et de même, des peintres comme Adrian Brouwer, qu'on a mentionné plus tôt, travaillent dans les deux régions et en fait ne peuvent pas non plus être attribués à un territoire ou à un autre. Alors, ça nie pas non plus les différences qui existent entre les deux régions. Il y a quelques différences qui se font au fur et à mesure à partir de la moitié du siècle, avec des scènes notamment plus intimes, plus vertueuses au nord. On peut penser aux scènes de Vermeer notamment. Mais c'est aussi des scènes qui se basent en partie sur des codes visuels pratiqués au Sud et qui sont consommés par les clients du Sud également. Donc on garde quand même cette logique d'échange. Pour vous montrer ça, je vous ai choisi deux exemples visuels, donc deux images de femmes qui font la vaisselle, une du nord à droite et une du sud à gauche. Donc on a à gauche David Teniers, un vieux paysan qui caresse une servante dans une étable, comme d'habitude, et à droite, une peinture de Gerrit Douw, qui est donc un peintre du Nord, une servante récurrent, une marmite en cuivre à la fenêtre, de 1663. Alors en individuel, la peinture de droite, celle de Douw, donne effectivement l'impression d'une représentation a priori très vertueuse. C'est une femme qui fait la vaisselle, rien de bien condamnable. Mais si on comprend que ce thème est travaillé un peu avant, au sud comme à gauche, avec un sous-texte sexuel, on en vient aussi à reconsidérer la peinture de Douw. Il y a chez Douw aussi une séduction, alors non pas entre le vieil homme et la servante, mais bien entre la servante et le spectateur, et surtout une séduction qui opère par le brillant de la marmite qu'elle met en valeur en la récurant. Donc il y a effectivement réappropriation d'un modèle du Sud et déplacement de sens. À l'étranger, on va parler à cette époque de manière générale de goût flamand parce qu'en fait, on envisage encore cette région comme une zone plus ou moins unifiée géographiquement. Donc notre séparation entre nord et sud est justifiée politiquement, mais ne correspond pas toujours à la réalité artistique du XVIIe siècle. Ouvrir les frontières, c'est donc aussi se donner les moyens de mieux comprendre la production ou les objets d'une région en particulier. Et c'est aussi la question donc, de Mathilde, mais on va voir que dans son cas, c'est un tout petit peu plus compliqué. Merci Lucie. Oui, en effet, à la différence de ton sujet et de ton intervention, moi, je me suis plutôt tournée vers un objet de mon corpus qui, en fait, n'est absolument pas documenté du tout. Donc, la question, c'est que faire dans les situations moins claires d'un point de vue des sources textuelles, par exemple. Alors j'ai choisi de vous présenter un reliquaire qui se trouve au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est appelé reliquaire de Sainte-Beaune, qui représente en son sommet une petite figure de sainte tenant sa tête contre sa poitrine, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai mis
un détail, donc ça c'est bien. Et donc elle est littéralement céphalophore. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est désignée par une inscription comme étant l'une des 11 000 vierges, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, accompagnant sainte Ursule dans son périple colonnais. Alors, aucune archive ne subsiste de la paroisse d'Auchil-et-la-Bassée, donc où est-ce qu'elle était conservée primitivement, donc c'est aujourd'hui Auchil-les-Mines, et il est donc impossible de savoir directement d'où proviendrait la relique crânienne, parce qu'on sait que les reliques viennent de Cologne, et pourquoi la sainte est figurée ainsi, sachant que les 11 000 vierges n'ont pas été céphalophores. Donc, que faire ? Dans ce cas, à nouveau, la question de frontière doit être abolie et nous devons ainsi nous interroger, par exemple, sur les récits hagiographiques d'Ursule et des Vierges, donc où se trouve le culte primitif, comment s'est-il propagé jusqu'à Auchil-les-Mines, hein, donc une toute petite ville au nord de la France, sur la translation des reliques de cette sainte, donc comme je le dis depuis tout à l'heure, probablement depuis Cologne, puis vers la Belgique actuelle, où on sait qu'un très grand nombre de ces reliques crâniennes ont été reçues à l'abbaye de Saint-Tron, mais aussi à Arras, Cambrai, Maubeuge, comme je le disais dans l'introduction. On peut aussi s'interroger sur la question du transfert iconographique, et donc la culture visuelle à la fois du commanditaire et de l'orfèvre. On peut se demander s'ils avaient la connaissance du motif céphalophorique, hein, qui est quand même assez original et très répandu dans les régions voisines comme à Tournai, Seclin et Arras. Et enfin, on peut s'interroger sur la culture matérielle de l'objet en lui-même, donc à savoir comment était-il utilisé et perçu par les fidèles à l'époque dans le cadre de cette paroisse en particulier, en parallèle des autres cultes des restes des saintes et des 11 000 vierges. Donc, par conséquent, même si nous ne possédons que très peu de sources écrites, même pas de sources écrites en fait, l'étude de la circulation des cultes ainsi que des motifs iconographiques entre ces régions sont absolument nécessaires en fait, afin de pouvoir comprendre ce culte local qui tend véritablement à transcender cette question de la frontière. Voilà, et je laisse la parole à Delphine pour continuer là-dessus. Merci Mathilde. Alors effectivement, de la même manière que dans ton exemple de sainte céphalophore, il m'est impossible à première vue de savoir précisément où et par qui ont été produits les objets que j'étudie, puisque l'activité métallurgique, certes, elle se repère relativement bien en fouille, mais il est très difficile de savoir exactement ce qui était produit dans les ateliers. Et de la même manière, également que pour toi, hein, Mathilde, nous manquons cruellement de sources écrites sur la Gaule belgique à ce sujet. Donc il nous reste dans le fond que les objets finis pour essayer de retrouver la trace des personnes qui les ont fabriqués. Donc comment s'y prend-on ? Eh bien, tout simplement, on travaille sur la forme, la technique, le décor pour essayer de déterminer des points communs, des divergences entre les différents objets, ce qui peut nous permettre de repérer in fine des ateliers et essayer de rattacher des productions à un groupe d'ateliers ou des ateliers. Également, en étudiant l'aire de répartition des objets d'une même forme, d'un même type, on peut essayer de déterminer, si ce n'est un endroit précis, un atelier précis, au moins une aire de concentration particulière où on imagine qu'on peut avoir un ou plusieurs ateliers qui fabriquaient cette forme. On peut aussi s'intéresser aux objets individuellement et notamment aux objets un petit peu particuliers comme celui que vous voyez à l'écran. Donc moi, ce que je vais faire là, je vais vous donner 2 exemples qui vont nous permettre d'en tirer quelques observations, quelques informations sur l'organisation au sein d'un atelier. Donc tout d'abord, on a ici la cruche de la collection Belon, conservée au musée de Berck-sur-Mer. Donc c'est une cruche qui provient d'une fouille ancienne, d'une fouille du 19e, et d'une tombe. Donc le style rappelle beaucoup celui d'Italie. On peut facilement imaginer qu'il s'agit d'une production italienne qui a été transportée, importée en Gaule belgique.
Et ce qui est tout à fait intéressant sur cette cruche, c'est d'étudier un petit peu le décor et notamment la façon dont la tête de Silène, hein, mais vous ne voyez pas, mais c'est également le cas pour le petit buste féminin au-dessus de l'ouverture. Comment est-ce que ces éléments sont soulignés, décorés? On voit qu'il y a des incrustations d'argent, mais aussi de cuivre, hein, au niveau des lèvres, c'est assez clair, et également au niveau de la chevelure, hein, du satyre. Et ce sont des techniques qui font en fait très fortement penser à ce que l'on retrouve dans la petite statuaire de bronze, ce qui laisse à penser que finalement, dans un même atelier, on pouvait à la fois produire des cruches, mais également aussi des petites statuettes. En tout cas, manifestement, les artisans avaient les compétences nécessaires pour faire les deux. Le deuxième exemple, c'est une anse de cruche, donc, voilà, que vous avez aperçue à l'écran, que je vais vous remontrer un petit peu plus tard. Hein, voilà. Donc, c'est une anse de cruche qui provient du site de la rue Belin à Reims. Donc, c'est un site militaire occupé de manière très courte entre 260 et 265. Et c'est une anse de cruche qui provient d'un type, comme vous pouvez le voir à l'écran, relativement fréquent, donc qu'on appelle le type Radnoti 77. Vous voyez qu'on a une très large diffusion, hein, vraiment de la Grande-Bretagne jusqu'aux Balkans de cette cruche, avec quand même une concentration plus importante entre Seine et Rhin. Donc c'est un type vraiment connu, fréquent. Et la particularité du coup de cette anse, elle est double. Donc celle qui saute aux yeux, hein, à première vue, c'est d'abord l'inspiration. Puisque vous avez, hein, sur le médaillon une représentation de la Judée captive, Judea Capta, et on voit également une pièce de monnaie donc émise sous Vespasien, hein, au moment où il parvient à mater la révolte juive. Et on voit là très bien, c'est assez clair, hein, l'inspiration. Là, on a manifestement un artisan qui a récupéré le motif de cette pièce de monnaie qui est un support excessivement mobile, hein, la monnaie. Donc là, on voit bien la source d'inspiration, les modèles qui peuvent être pris de différentes manières, mais là de manière assez originale, sur une pièce de monnaie. Le deuxième point intéressant de cette iconographie, c'est quand on la remet en perspective avec les autres cruches Radnoti 77 que l'on connaît, c'est de se rendre compte que normalement, ces cruches, on a des thèmes souvent liés au vin, à Bacchus, parfois des scènes de sacrifice, mais jamais de thème vraiment militaire. Et là, en l'occurrence, si on regarde un peu plus sur la cruche, on voit qu'il y a une cuirasse, etc. Donc là, on peut se demander finalement si on n'est pas face à une œuvre de commande, puisque l'iconographie de cette anse est réellement particulière. Donc ce que je voulais vous montrer à travers ces deux exemples, c'est que finalement, on voit la mobilité des motifs dans le temps, mais aussi dans l'espace, la multiplicité des compétences qui peuvent être à l'œuvre dans un atelier de bronzier antique, et également l'intervention de clients qui peuvent aussi être amenés à faire des demandes un petit peu particulières, des commandes un petit peu précises, comme c'est le cas pour cette anse. Donc je vais m'arrêter là et puis je vais donner la parole à Lucas. Merci. Alors, effectivement, ma problématique se rapproche un peu de celle de Delphine, puisque c'est par l'étude et la mise au jour de transferts artistiques que l'on peut renouveler notre discipline et surtout que l'on peut renouveler la connaissance d'objets d'Entre-Seine et Rhin, produits en tout cas dans cette ère d'influence d'Entre-Seine et Rhin. Alors, ces transferts sont, au Moyen-Âge en tout cas, permis par des pratiques d'atelier et par la circulation des biens et des personnes qui illustrent à merveille les foires de Flandre et de Champagne, hein, et c'est pour ça que je voulais quand même introduire mon propos par cet élément. Alors, pour illustrer la circulation de tendances formelles, justement, que j'évoquais tout à l'heure, entre France et Belgique actuelle au XIIIe siècle, il me semble intéressant d'abord d'évoquer la question des filigranes à décor végétal identifiable. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à les identifier ici, mais il y a donc des feuilles de vigne, des feuilles de chêne, des fruits grenus, donc des fruits à grains, hein, des raisins, ou des fleurettes. La recherche, et par la recherche, je sous-entends finalement des chercheurs autant français que belges, la recherche a bien montré que le frère Hugo Doigny, que je mentionnais tout à l'heure, et son atelier avaient emprunté leur répertoire décoratif à des œuvres issues de France du Nord et non l'inverse, comme on l'a longtemps cru.
On a donc pu aussi, par regroupement, montrer le caractère gyrovague, c'est-à-dire le caractère mobile des artisans qui se déplaçaient entre France et Belgique au gré des commandes, et surtout au gré des chantiers, puisque certaines chasses sont de véritables chantiers. La réalisation de certaines chasses sont vraiment des chantiers à part entière. Et c'est pareil, cette circulation d'artisans, on la retrouve déjà sous l'Antiquité avec les exemples montrés par Delphine. Alors, l'iconographie circule également, notamment par le biais de modèles antiques ou contemporains. Il faut changer. Merci. C'est pas grave. Et donc l'iconographie circule notamment par le biais de modèles antiques ou contemporains qui ont été intégrés, c'est-à-dire compris, par les orfèvres pendant tout le Moyen-Âge, comme en témoignent donc certaines figures que l'on retrouve d'un côté et de l'autre de la frontière, en France et en Belgique, avec ici la Vierge et Saint-Jean endeuillés de la croix de Clermarais, des extrémités fleuronnées de la croix de Clermarais, et la Vierge et Saint-Jean endeuillés du triptyque de Florène, qui présentent des analogies assez frappantes. D'ailleurs, si l'on reste sur les deux images de la Vierge, de la Vierge endeuillée, on peut élargir un peu notre propos et évoquer la question d'un corpus. Le corpus qui a été de manière erronée selon moi appelé dans les années 50 le corpus des vierges, des madones mausanes, donc c'est-à-dire des madones qui circulent autour de la Meuse et que je me propose de renommer corpus des madones septentrionales, puisque vous voyez qu'en fait toutes ces madones, avec donc des attitudes toujours analogues, circulent entre Seine et Rhin indifféremment et peu importe d'ailleurs le pays finalement. Je précise que ces madones dérivent toutes d'un type antique initial, puisque, et là c'est un aparté mais qui est important, le Moyen-Âge est un moment aussi de redécouverte de l'Antiquité par le biais d'œuvres qui sont in situ, notamment à Reims, des sarcophages par exemple, mais aussi par le biais de petites statuettes qui circulent également. Et donc vous voyez qu'à partir d'un type initial, les orfèvres vont créer finalement de formes nouvelles et transcender la frontière véritablement, les frontières qui n'ont pas réellement de sens au Moyen-Âge. Et alors, pour terminer mon propos, cette circulation médiévale que j'évoque et les frontières ouvertes qu'elle implique trouvent un écho également dans les enjeux actuels de la médiation culturelle. Par exemple, les problèmes de transport d'œuvres d'art, d'accessibilité au plus grand nombre, etc. Et le projet international Itésaurus, l'orfèvrerie médiévale à l'épreuve du numérique, dont je fais partie, se propose de résoudre ces questions par la création d'un e-corpus, donc d'un corpus numérique, couplé à un dispositif holographique assez amusant, un dispositif holographique qui permet de faire véritablement circuler les œuvres au-delà des institutions qui les conservent, mais aussi par-delà les frontières, puisqu'on peut déplacer le dispositif holographique un peu partout. Et donc, à propos de ces institutions, je laisse Julie conclure cette question. Merci. Oui, merci. Donc, simplement pour conclure rapidement, je voulais vous présenter un exemple d'exposition qui a fait l'objet d'une coopération européenne et qui montre que si la muséographie a pu refléter ou favoriser certains écueils de l'histoire de l'art, elle permet aussi de s'inscrire dans des dynamiques plus innovantes. Donc, en écho avec le projet Itésaurus dont vient de parler Lucas, les initiatives de collaboration dans la production d'expositions sont de plus en plus nombreuses. L'exposition dont je vais vous parler, c'est l'exposition Mitra, qui a été présentée donc au musée de Miramont, au musée Saint-Raymond de Toulouse et au musée archéologique de Francfort. Cette collaboration répond aux mêmes problèmes que ceux que Lucas vient d'évoquer, en facilitant notamment les prêts d'œuvres, puisque la collaboration permet évidemment de réduire les coûts et aussi les problèmes, la charge administrative. La collaboration dans la production d'expositions est donc une véritable aubaine pour la circulation des œuvres et donc l'ouverture des frontières. Cependant, les particularités locales des pratiques de médiation, qui sont adaptées au territoire auquel elles s'adressent toujours, sont conservées, puisque chaque institution produit tout de même son propre discours. Les 3 affiches de l'exposition qui sont ici présentées montrent la liberté qui reste celle des institutions, malgré cette dynamique de collaboration. Chaque institution continue en effet toujours de s'adresser au public qu'elle vise, et donc selon des modalités qui lui sont propres.
Donc finalement, cet exemple de coopération montre de manière assez enthousiasmante qu'on se dirige du point de vue des institutions comme du nôtre en tant que chercheur vers une histoire de l'art sans frontières. C'était très, très bien construit, très éclairant, tant dans les axes que vous avez dégagés de réflexion sur cette question d'une Belgique qui n'a plus de frontières. Voilà, vous avez aboli l'identité de la Belgique. J'espère que des Belges sont avec nous. Mais en tout cas, cette réflexion, elle était intéressante à mener du point de vue de la recherche en histoire de l'art. Donc merci beaucoup. Puis vous avez argumenté vos propos avec des exemples précis, concrets. On vous en remercie. Et puis, vous répondez bien aux axes des laboratoires auxquels vous êtes rattachés, c'est-à-dire l'IRIS pour les historiens de l'art, Institut de recherche historique du Septentrion. Donc, voilà, un titre qui indique bien une ouverture vers les régions septentrionales et pas seulement vers la France du Nord. Lille ne se cantonne pas juste à la France du Nord, au contraire. Et puis l'ALMA aussi, qui est le laboratoire des archéologues, avec là aussi une ouverture importante à l'international. Et donc vraiment, vos démonstrations étaient tout à fait éclairantes. Donc félicitations vraiment pour ce travail que vous avez conduit. Et je pense que ma collègue Gaëtan Mas s'associe à moi pour vous féliciter. Et puis voilà, moi je vous applaudis. Et peut-être qu'il y a des questions, des remarques ou des éléments de discussion, n'hésitez pas, de manière très libre, sur voilà, un aspect ou un autre du... Ce qui m'a frappé, il n'y a ni Bruges, ni Gand, ni Anvers qui sont cités. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un domaine de recherche de la part de vos étudiants? Et d'autre part, il n'y a pas de rapport entre Aix-la-Chapelle, Charlemagne et l'art, surtout les croix. Est-ce qu'il y a, vous avez étudié ce rapport entre l'art sous Charlemagne et... Non, parce que mon corpus se résume, est vraiment contraint entre deux dates, vers 1200, donc l'arrivée des reliques après le sac de Constantinople, et 1550. Donc il y a effectivement des réminiscences carolingiennes dans la forme des reliquaires que j'évoque, évidemment, dans mon travail. Mais effectivement, là, c'était vraiment pour recentrer. Et c'est une remarque pertinente. C'est vrai que le champ chronologique couvert là, donc, correspond plus pour la période médiévale au XIIe, XIIIe siècle. Donc effectivement, laisser de côté. Alors que bon, alors, mais non, bien évidemment, mais au contraire, c'est un argument supplémentaire parce qu'on sait que Charlemagne a beaucoup contribué aussi à l'éclatement des frontières, ou en tout cas, voilà. Et donc, on trouverait des arguments très pertinents aussi en sens à l'époque, qui viendraient étayer cette. Et ce rapport à l'Antiquité, bien sûr. on pense avoir perdu pendant des siècles, persistait, mais peut-être un peu. Il faut effectivement, pour préciser ce que je crois avoir voulu préciser, il n'y avait pas d'exemple vraiment de Belgique dans la présentation parce qu'en fait, étant en première année, je commence à peine à travailler sur la Belgique, donc forcément, moi pour ma part... C'est vrai que je ne l'ai pas dit, on a des étudiants qui ne sont pas tous au même stade de leurs travaux, mais vraiment, voilà, c'était vraiment uniforme, bravo à vous. Delphine, en première année de thèse, excuse-moi, je suis fatigué. Mathilde est en deuxième année de master, Lucas est en troisième année de thèse, Lucie en quatrième année, c'est bientôt à la soutenance, et puis Julie, pardon, et puis Julie en première année, c'est ça. Voilà. Oui, mais ça fait partie aussi de l'exercice. En tout cas, merci. Vous avez fait un très beau travail qui mériterait d'être valorisé même par une communication à l'IRIS, parce que moi, j'aime bien l'exercice comme ça, de manière croisée. Et puis, ça valorise bien aussi nos formations à la recherche, voilà, sur cette thématique que vous abordez, suivant vos objets d'études. Donc, bien évidemment, il peut y avoir des manques, mais c'est normal. On se concentre sur les objets sur lesquels on travaille. Donc, bravo.